Voilà, j'ai la tâche délicate de clôturer cette journée par une dernière intervention. Vous êtes tous et toutes fatigués. Et puis, Monsieur Fontaine, pour mettre un petit peu plus de pression, donc m'a dit que j'avais pas plus de 30 minutes pour faire mon intervention. Donc, vous m'excuserez si parfois ça peut paraître un petit peu condensé. Une petite précision, moi j'ai pensé cette intervention comme un travail de réflexion, à la fois pour moi, pour vous, pour qu'on continue à se questionner sur ces enfants qui ne cessent de nous interroger. Et puis une petite précision aussi, que mon intervention se fait davantage dans une approche clinique. Alors, le titre de mon intervention, Enfants curieux, curieux enfants, la première partie vous paraîtra d'une très grande limpidité, puisque la curiosité, c'est une des caractéristiques des enfants intellectuellement précoces ou des enfants à haut potentiel, mais en changeant simplement de place l'adjectif curieux, on passe finalement d'un statut de sujet où l'enfant est actif à un statut d'objet, parfois d'objet d'observation, parce que ce sont des enfants qui questionnent, qui déstabilisent les parents, les enseignants, les adultes, et qui d'ailleurs, pour ces mêmes enfants, peuvent ressentir à un moment donné ce sentiment d'étrangeté pour eux-mêmes. Alors l'intervention, petit clin d'œil pour illustrer mon titre, de travailler d'une manière assez large autour du rapport au savoir et en tout cas des difficultés que certains enfants intellectuellement précoces peuvent peut-être rencontrer au sein des établissements ou de leur école. Alors j'ai commencé par une citation tirée d'un livre que vous connaissez sans doute de Marguerite Duras qui s'appelle Pluie d'été, et où le petit Ernesto, qui est le petit héros du roman, dit « Maman, je te dirais, maman, je ne retournerai pas à l'école parce qu'à l'école, on m'apprend des choses que je ne sais pas. » Et c'est vrai que je trouve que souvent, ça illustre relativement bien la situation de certains enfants en difficulté scolaire, qui veulent bien savoir, mais qui ne veulent pas apprendre. Alors c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, qu'est-ce qu'il en est pour les EIP? Et en revisitant un petit peu cette citation, on pourrait peut-être dire « Maman, je te dirais, maman, je ne retournerai pas à l'école, parce qu'à l'école, on m'apprend des choses que je sais déjà. » Alors cette petite boutade pour dire que l'enfant intellectuellement précoce peut peut-être avoir le sentiment à un certain moment de savoir sans avoir besoin d'apprendre. Autour de cette notion de curiosité tournent tout un tas d'autres concepts, notions comme la motivation, l'envie de connaître, qui sont davantage à évoquer la découverte, l'engagement dans une tâche, dans quelque chose. On trouve aussi des termes comme soif de connaissance, goût d'apprendre, appétit de savoir, qui, vous le percevez tout de suite, tournent davantage autour d'une oralité et puis d'une satisfaction, d'un plaisir autour de la saveur. Il suffit d'ailleurs de retrouver le sens étymologique du mot savoir, sapere, qui veut dire avoir la saveur de. Et puis enfin, un mot un peu barbare, pulsion épistémophilique, ça c'était Freud qui l'employait comme ça, c'est simplement la pulsion de savoir, désir de savoir ou désir d'apprendre, qui tourne là autour de cette notion désir qui s'inscrit dans le manque et dans l'absence. Alors on pourrait se poser la question, est-ce que la curiosité est finalement un vilain défaut ou pas ? Il suffit de questionner les mythes fondateurs. Si on s'intéresse de nouveau à ces mythes, comme par exemple la femme de Barbe Bleue qui est menacée de mort, Pandore qui libère les maux de l'humanité, les deux pour avoir finalement succombé à la curiosité, Oedipe qui se crève les yeux lorsqu'il apprend l'origine de sa naissance, jusqu'au mythe fondateur d'Adam et Ève qui sont chassés du paradis terrestre pour avoir finalement goûté aux fruits défendus de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et qu'on voit à chaque fois cette notion de transgression de l'interdit et de risque lié au savoir, et ça aussi pour se dire que le chemin d'accès au savoir et d'apprentissage n'est pas sans risque pour les enfants. Alors au cours de l'histoire, c'est vrai que cette notion de curiosité a souvent suscité méfiance et rejet depuis l'Antiquité, puisque saint Augustin en parlait comme d'une instabilité humaine. 13 siècles plus tard, Descartes trouvait que c'était un détournement de l'esprit. Au XVIIe siècle, malgré un engouement pour tout ce qui était cabinet de curiosité au XVIe siècle. Et puis, il a fallu attendre le XVIIIe siècle pour que cette curiosité soit à minima légitimée, et notamment avec le couronnement des
des encyclopédistes. Aujourd'hui, ce serait plutôt l'inverse. On aurait davantage tendance à s'inquiéter si on voyait un enfant plutôt apathique, manquant de curiosité, et que cette curiosité est moteur du développement de l'enfant et aussi levier du désir de savoir, ce désir de savoir qui est ce qui va mobiliser l'enfant pour lui permettre d'entrer dans des processus d'apprentissage. Alors, moteur de l'exploration, parce que la curiosité est associée à la découverte de l'environnement physique et social. Il suffit de se rappeler, pour les psychologues qui sont dans la salle ou les conseillers d'orientation psychologue, les auteurs comme Piaget, comme Vallon, qui ont longuement parlé de cette découverte faite par l'enfant, de cette exploration de l'environnement physique et social. Et puis, avec l'avènement du langage, c'est ce fameux âge du pourquoi, entre 3 et 6 ans, où l'enfant ne cesse de poser des questions en permanence, poser des questions aux adultes, des questions parfois embarrassantes, des questions qui ne trouvent pas toujours de réponse, mais aussi où l'enfant va se questionner également. Et quand on écoute les parents bien souvent nous parler des enfants intellectuellement précoces ou qu'on lit les anamnèses de ces enfants, on s'aperçoit une précocité au niveau de la marche et du langage qui s'inscrit dans ce désir de découvrir en permanence, mais aussi dans une sorte de recherche d'indépendance. Et en même temps, par rapport à ces questionnements, toutes ces questions métaphysiques qui apparaissent plutôt chez les enfants vers 6 ans, apparaissent très tôt chez les enfants à haut potentiel, vers 3 ans, parfois un peu plus tôt, mais ce qui n'est pas sans susciter une certaine anxiété, voire de l'angoisse, parce que ces enfants ne sont pas totalement appareillés pour pouvoir supporter ces questions qu'ils se posent. Pulsion d'investigation aussi, après cette dimension d'exploration, et là, cette pulsion à connaître, il faut se rappeler qu'elle s'inscrit dans une relation avec la mère qui est premier objet de désir, à la fois source de gratification, mais aussi et heureusement de frustration, et que c'est l'absence finalement de la mère qui va amener l'enfant, pour supporter un peu cette angoisse, à se représenter mentalement l'absence de sa mère, et c'est ce désir donc qui va être à la source de la pensée de l'enfant. Et je crois que ça, il faut l'avoir en tête, c'est quelque chose d'important. Et de plus, de savoir que toute la dimension cognitive, intellectuelle, ne peut pas être dissociée des dimensions affectives, relationnelles et psychiques de l'enfant. L'enfant passe donc d'une position de chercheur avec, je vous disais tout à l'heure, Piaget, on voit ces enfants tout bébés qui explorent déjà leur environnement uniquement avec leur regard, puisqu'ils n'ont pas la maturité pour pouvoir se déplacer. Et au fur et à mesure de cette maturité neurophysiologique, l'enfant commence à se déplacer à 4 pattes, puis sur ses 2 jambes, et va explorer son environnement, voir des objets, les prendre, les découvrir, se les approprier, et puis est obligé d'ailleurs de lâcher cet objet-là pour en découvrir un autre, et également d'aller vers cet environnement social qui est important et qui fait partie de sa construction. Mais en même temps, il passe à cette position d'enquêteur où il va se poser des questions, et des questions bien souvent sur l'origine des choses, l'origine du monde, l'origine de l'être, la naissance, mais aussi sur celui de la finitude. Et c'est une question excessivement sensible chez les enfants intellectuellement précoces qui se posent souvent énormément de questions. Alors, on voit d'ailleurs souvent chez les enfants intellectuellement précoces, même ce n'est pas chez tous les enfants, beaucoup de questionnements au niveau de l'astronomie, au niveau de l'Égypte ancienne, des pharaons, de la préhistoire, qui tournent autour des origines. Et ces questions, là aussi, sont une véritable mobilisation pour l'enfant, et ça lui permet de continuer à élaborer ce système de pensée. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans la gloire de mon père, ou c'est la gloire de mon père ou le château de ma mère, c'est Marcel Pagnol. La maman attend un enfant et le petit Marcel Pagnol, parce que la maman, je crois, ne peut pas s'en occuper, elle le place au fond de la classe de son père qui est instituteur. Et à un moment donné, Marcel Pagnol lit ce qu'il y a écrit au tableau. Son père se retourne et dit « Qui est-ce qui a lu ?» Marcel Pagnol lève la main en disant « Oui, c'est moi ». Et le père découvre que finalement, son enfant sait lire et qu'a appris à lire sait lire sans avoir appris à lire. Alors, je ne sais pas si Marcel Pagnol était un enfant intellectuellement précoce ou pas, mais dans le même temps, si vous relisez le livre ou vous regardez le film, il se questionne sur la naissance de cette petite sœur, en se demandant, puisqu'il a aperçu le nombril de sa mère, s'il n'y avait pas une boutonnière, finalement, qui permettait d'ouvrir le ventre et de libérer sa petite sœur.
Tout ça pour dire que ces questions qui parfois, voilà, l'enfant trouve des réponses qui ne sont pas obligatoirement les vraies réponses, mais peu importe, ce sont des questions qui, là aussi, amènent l'enfant à entrer dans ces processus de pensée et de réflexion. Donc une position active de l'enfant qui part à la découverte du monde pour tenter en tout cas de le comprendre et de le maîtriser un petit peu. Et je pense que ce besoin de maîtrise, Olivier Revol en parle en permanence quand il parle des enfants à haut potentiel. Je pense aussi que ce besoin de maîtrise est peut-être une manière pour les enfants intellectuellement précoces de pallier un petit peu ou de supporter une certaine angoisse. Alors le destin de ce qu'on appelle pulsion de savoir, c'est-à-dire cette énergie qui nous mobilise, c'est ce qu'on appelle la sublimation, c'est-à-dire le fait de pouvoir se tourner vers des objets socialement plus valorisés comme la littérature, la culture, etc., et les disciplines intellectuelles. Alors comment on passe un peu du désir de savoir à la volonté d'apprendre, en tout cas pour les enfants, on va dire ordinaires. Le désir de savoir, lui, il renvoie à une sorte d'immédiateté. Il ne supporte pas les limites, la frustration. Il exige de tout savoir tout de suite, mais au risque peut-être de rien apprendre. Qui n'a pas été parfois, je ne sais pas, il suffit d'écouter un pianiste de renom, ça nous paraît là aussi d'une grande limpidité, d'une facilité. On a envie de savoir jouer du piano. Et puis parfois, cette envie nous pousse à apprendre à jouer du piano, mais là, c'est plus du tout la même histoire, c'est plus la même chose. D'une part, c'est compliqué, le plaisir n'est pas du tout au rendez-vous, la satisfaction non plus, c'est compliqué, c'est laborieux et parfois on renonce. Et c'est vrai que les enfants intellectuellement précoces, ils veulent bien savoir, mais on a l'impression qu'ils ne veulent pas toujours apprendre. En tout cas, apprendre en fonction de nos standards. Et je ne suis pas sûr d'ailleurs que l'effort, le fait d'apprendre, le travail, la représentation soit tout à fait la même chez les enfants intellectuellement précoces. Maintenant, on s'aperçoit à travers le parcours de certains enfants qui ont le sentiment de savoir d'une manière un peu naturelle, sans faire d'efforts, lorsqu'ils sont confrontés à un moment donné à certaines difficultés ou à des démarches qui ne leur sont pas habituelles ou ordinaires, qui rencontrent ces difficultés, ils ont tendance parfois à renoncer parce qu'ils ressentent une grande blessure sur le plan narcissique. Le désir d'apprendre, c'est autre chose par rapport au désir de savoir, c'est-à-dire que là, il exige et il suppose la capacité à supporter la frustration, à différer la satisfaction. Il faut, le plaisir viendra un petit peu ultérieurement. Et je crois que par rapport à cette notion de désir d'apprendre, les difficultés de frustration de certains enfants intellectuellement précoces vient parfois de ce sentiment qu'ils peuvent avoir de toute puissance parce que ils savent énormément de choses, ils ont l'impression parfois de tout savoir. On voit des adultes qui disent « oui, mais c'est monsieur je sais tout, mon enfant, c'est compliqué de pouvoir discuter avec lui ». Et c'est important à un moment donné de pouvoir contenir cette toute-puissance en posant aussi des limites aux enfants et puis en permettant aussi à l'enfant d'accepter que les adultes ne soient pas non plus omniscients et qu'il y a toujours des choses à apprendre et à savoir. Alors apprendre, oui, c'est un acte volontaire qui nécessite des efforts. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est la question de ces notions-là qui ne sont pas obligatoirement partagées pour les enfants intellectuellement précoces qui, je vous le disais tout à l'heure, peuvent apprendre un peu d'une manière toute naturelle. Et qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, imaginons une enseignante qui fait copier une poésie et elle dit le soir, vous allez apprendre la poésie. Et l'enfant intellectuellement précoce qui, en copiant la poésie, la sait déjà, il se dit, mais on me demande d'apprendre quelque chose que je sais déjà. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que ce que je sais, je ne l'ai pas bien appris? Et ça peut amener certaines confusions dans la tête des enfants. Et quand on leur demande d'apprendre, oui, mais apprendre en fonction de nos standards à nous, ce n'est pas obligatoirement ceux des enfants intellectuellement précoces. Alors, le fait de pouvoir s'approprier des savoirs, bien évidemment, ça change nos représentations, nos connaissances, mais ça nous transforme en même temps. Et à partir du moment où ça a une implication sur notre manière d'être, ça peut aussi engendrer des comportements défensifs par rapport à des situations délicates.
Et la question qui se posait, c'est pourquoi des enfants qui finalement sont riches de tout un tas de potentialités sur le plan intellectuel, sur le plan créatif, ne réussissent pas nécessairement à l'école, peuvent même être en échec scolaire. Alors c'est vrai que c'est un paradoxe qui ne cesse d'interroger, où on trouve parfois, où on essaye de trouver des réponses sur le plan neurologique, parfois on essaye aussi de trouver des réponses dans une autre dimension. Une petite aparté par rapport à un livre de Martin Page, un roman qui s'intitule « Comment je suis devenu stupide », et le héros est un adulte à très haut potentiel, mais ce haut potentiel ne cesse de l'embarrasser dans la vie, de l'entraver, et finalement il se demande comment il va pouvoir devenir stupide pour mener une vie finalement plus tranquille. Et tout ça pour bien se persuader que l'intelligence ne fait pas obligatoirement le bonheur, et que, en tant qu'adulte, il n'est pas toujours facile de prendre en compte l'intelligence comme source de souffrance. Et je crois qu'il faut l'avoir en tête aussi pour faire en sorte que ces enfants, qui sont riches de tout un tas de potentialités, peuvent à certains moments non seulement rencontrer des difficultés, mais se retrouver en souffrance dans des situations qui ne sont pas obligatoirement adaptées pour eux. Alors, la question, c'est le haut potentiel finalement. Est-ce que ce haut potentiel avec l'enfant qui a des capacités, des potentialités excessivement importantes, qui dit potentialité, ça ne veut pas dire qu'elles s'expriment en termes de performance, est-ce qu'elles sont source éventuelle de difficultés? Ça voudrait dire, voilà, il est appareillé d'une certaine manière et que c'est ça qui engendre des difficultés, ou est-ce que ça ne pourrait pas être finalement un enfant qui rencontre des difficultés et qui va développer certaines choses à partir de potentialités existantes pour se défendre contre quelque chose de difficile? Alors, on n'est pas dans une dialectique inné-acquis. Il est bien évident que mon propos s'inscrit dans une interaction entre des gènes et un environnement où les gènes vont pouvoir se développer et se manifester de manière positive dans un environnement et en fonction de cet environnement. Alors, la question défensive, c'est de savoir si à certains moments, le surinvestissement que l'on peut rencontrer chez les enfants intellectuels n'est pas une manière de se défendre. De même, l'inhibition que l'on peut rencontrer chez certains enfants, là aussi, n'est pas un autre système défensif. Mais se défendre dans ce cas-là contre quoi? Eh bien, on peut imaginer, là aussi, qu'il pourrait se défendre, et on va y revenir, contre une angoisse ou une anxiété relativement diffuse et latente, une incompréhension, ou bien également d'une inadéquation. Alors, on va revenir sur ces trois points-là. Les facteurs d'angoisse, et on voit chez ces enfants à haut potentiel qui sont parfois relativement vulnérables face à cette anxiété ou cette angoisse, du fait de leur acuité et leur hypersensibilité, on en a parlé déjà précédemment, ils ont une manière d'approcher le monde, de l'appréhender, de le comprendre, qui est très fine et pertinente. Ils ont une manière aussi parfois d'anticiper ou de comprendre les émotions des adultes, qui fait que cette vision excessivement limpide et claire peut être source d'anxiété pour les enfants intellectuellement précoces. C'est un peu comme si ces potentialités importantes donnaient une sorte d'effet loupe et hypertrophiaient des émotions et du coup entraînaient aussi des comportements réactionnels à la hauteur des émotions ressenties. Le décalage aussi, on parle de décalage interne ou externe, où on l'a vu tout à l'heure, l'hétérogénéité, M. Turon-Lago le disait, c'est plutôt la norme aujourd'hui, mais on voit parfois des décalages importants avec des développements intellectuels très importants et par contre des développements affectifs ou moteurs qui ne vont pas être tout à fait à la même hauteur. Et que ce décalage peut être ressenti à certains moments comme un déséquilibre et que l'enfant se retrouve un peu comme sur un fil prêt à tomber à certains moments et que c'est compliqué pour lui de vivre ce déséquilibre. Décalage externe, on en a parlé aussi relativement régulièrement, c'est le fait d'avoir des difficultés parfois à s'insérer socialement par rapport à un monde qui est différent, dont les enfants n'ont pas obligatoirement les codes, les clés, qui paraît un petit peu compliqué et ce décalage peut être là aussi source d'inquiétude pour l'enfant qui peut avoir le sentiment de ne pas être tout à fait comme les autres. Manque de sécurité interne, c'est quelque chose qui se construit tout au long de la vie de l'enfant. Et si l'entourage est plutôt bienveillant, comprend, essaye de reconnaître l'enfant dans sa différence, permettra à ce que cet enfant-là puisse
avoir une estime de lui-même suffisante pour accepter plus facilement peut-être le monde dans lequel il va vivre et aussi les contraintes qui vont lui être proposées. Et puis ce sentiment de toute puissance, on le disait tout à l'heure, que l'enfant peut ressentir et qu'à un moment donné, il est nécessaire que des limites puissent lui être posées, en tout cas qu'il puisse sentir quelqu'un de plus fort que lui, c'est-à-dire quelqu'un qui serait à même de pouvoir le protéger pour qu'il ne soit pas dépassé par cette puissance importante qui le déborde à certains moments. Alors du coup, qu'est-ce qu'il peut faire pour se défendre contre cette angoisse qui, par moments, pourrait le paralyser? Une des défenses les plus simples, c'est de mettre finalement à distance, de côté, toute cette dimension affective qui peut paraître dangereuse pour l'enfant, et tout ça en surinvestissant la sphère intellectuelle. Et que cette brillance que l'on voit intellectuelle à certains moments peut être une réponse défensive à une anxiété ou une angoisse par rapport à toute cette dimension émotionnelle. On parlait des limites tout à l'heure. Si elles ne sont pas bien intériorisées, les enfants ont besoin de construire ses propres limites, si elles ne viennent pas de l'extérieur, de manière différente. Et elles peuvent être aussi contenues, ou ces limites en tout cas, peuvent être de l'ordre de la pensée, c'est-à-dire que c'est la pensée qui va contenir l'enfant par rapport à ses angoisses. Il y a d'autres manières de se contenir et où certains enfants parfois se contiennent d'une autre manière et plutôt dans l'agir. Et je crois qu'il est important en tout cas de pouvoir imposer aux enfants à haut potentiel ou intellectuellement précoces des limites fermes mais bienveillantes, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une acceptation de la spécificité de l'enfant intellectuellement précoce afin de le rassurer, de le sécuriser et du coup de l'autoriser à continuer à investir et les apprentissages et le monde dans lequel il peut vivre. Deuxième point, c'était les risques d'incompréhension qui, là, peuvent être source de repli chez l'enfant intellectuellement précoce. Toutes les difficultés d'ordre identificatoire, on voit les enfants qui ont plutôt tendance, en tout cas les enfants à haut potentiel, à partager des choses avec des enfants plus âgés ou des adultes, parce qu'ils ont des difficultés à partager les mêmes centres d'intérêt avec leurs pairs, en tout cas ceux du même âge. Et que pour eux, c'est relativement compliqué. L'image de soi également, qui se construit en lien avec le regard des autres et qui peut amener l'enfant finalement à se conformer un peu à ce que l'on attend de lui pour être dans la norme, s'adapter un petit peu à ce qui lui est demandé. Et enfin, le refus de la prise en compte de sa différence. Si l'enfant a véritablement ce sentiment que cette différence n'est pas prise en compte, il peut avoir là aussi l'impression de lutter contre lui-même ou un petit peu de nager à contre-courant, notamment dans le cadre de l'institution scolaire, ce qui entraîne une fatigabilité et peut-être à certains moments, on va le voir tout à l'heure, un renoncement. Et ces difficultés de relation avec les autres, d'image de lui-même, peut entraîner cette manière que l'enfant va avoir de repli sur lui-même, où il va avoir tendance, on parle d'effet Pygmalion négatif, à abraser ses connaissances, ses compétences, à rentrer un petit peu justement dans une position assez neutre, avec, vous en parliez tout à l'heure, les filles qui ont plutôt tendance à être un peu invisibles en classe, à se conformer à ce qu'on attend d'eux, mettre aussi parfois, pas toujours, en veille leur potentialité intellectuelle. Ça ne veut pas dire qu'elles sont absentes, elles sont là, il suffit de pas grand-chose parfois pour pouvoir réveiller ces potentialités qui sont en sommeil. Et donc, des enfants qui vont, comme je le disais, se replier sur eux-mêmes, ou bien, avec là plutôt les garçons, qui vont avoir tendance à s'agiter pour lutter contre l'ennui et pour combler un peu un vide qui s'offre à eux dans le cadre de l'institution scolaire. C'est pour ça qu'il est véritablement essentiel de prendre en considération, on parlait d'accepter tout à l'heure, les spécificités de l'enfant intellectuellement précoce, sans le marginaliser. C'est-à-dire véritablement le but, c'est de pouvoir tirer profit de la richesse de l'enfant intellectuellement précoce, de lui permettre de s'exprimer pleinement tout en étant intégré socialement,
puisque l'avenir de l'enfant intellectuellement précoce est de pouvoir demain vivre dans la société le mieux qu'il le pourra. Et tout ça en développant des habiletés sociales, et on peut le faire à l'école assez rapidement, dans le cadre, on parlait tout à l'heure de tutorat, de contrats de coopération, il y a plein d'aménagements possibles pour permettre à l'enfant de mieux comprendre les autres enfants, de percevoir les codes sociaux, les codes relationnels, de faire en sorte que les autres puissent avoir davantage accès aussi à leur fonctionnement et qu'il puisse y avoir un partage entre les enfants intellectuellement précoces et les autres enfants. Dernier point, ce serait les sources finalement ou les fruits d'une inadéquation qui serait là source de renoncement, c'est-à-dire de défense avec un surinvestissement de la sphère intellectuelle, puis d'un repli sur soi, où l'enfant pourrait finalement renoncer à ce qu'il est. Le mode de pensée atypique, on ne va pas trop y revenir, hein, cette manière simultanée et globale d'appréhender toutes les stimulations, cette pensée en arborescence qui s'accorde excessivement mal avec le système scolaire et ce qu'on lui propose, qui est beaucoup plus un système séquentiel, linéaire, analytique, qui ne convient pas à l'enfant intellectuellement précoce. Et à un moment donné, l'enfant ne comprend pas ce qu'on lui demande dans le cadre de l'école, il ne supporte plus ces répétitions incessantes qu'on lui demande, il a le sentiment d'être en dysfonctionnement par rapport à ce qui peut lui être demandé, et c'est compliqué à vivre pour l'enfant intellectuellement précoce. Et c'est vrai que l'attitude de l'environnement social est capitale, parce que si il n'y a pas un étayage, un accompagnement, ça risque d'accentuer ce phénomène de sentiment de différence, de marginalisation, qui fait qu'à un moment donné, l'enfant a tendance à renoncer. Alors renoncer, c'est-à-dire en faisant quoi? C'est-à-dire ou bien, on en parlait tout à l'heure, et c'est d'une manière un peu plus nuancée, en s'adaptant, mais du coup, il renonce à ses caractéristiques et donc à ce qu'il est lui-même, ou bien il peut aussi choisir de s'exclure ou d'être exclu si les choses ne se passent pas bien, en étant lui-même coûte que coûte, et s'il n'y a pas cet accompagnement, eh ben, il a tendance à être marginalisé. Mais le problème, c'est que lorsque l'enfant a tendance à renoncer à ce qu'il est lui-même, ça peut être relativement apaisant à court terme, mais c'est un apaisement relativement mortifère parce qu'il ne permet pas à l'enfant de s'épanouir totalement. Et que ce renoncement peut être vécu pour les enfants intellectuellement précoces comme une véritable mutilation d'une partie d'eux-mêmes. Et c'est pour ça que c'est véritablement l'environnement social. Et souvent, je dis que plus qu'une affaire de dispositif à mettre en place, la première chose, c'est une affaire de disposition, c'est-à-dire de la manière dont nous, en tant qu'adultes, on va appréhender les situations des enfants intellectuellement précoces. Et si l'environnement social est suffisamment ouvert à cette différence, bienveillant, stimulant pour répondre aux demandes des enfants intellectuellement précoces, rassurant, pour les sécuriser par rapport à toutes ces angoisses qu'ils peuvent vivre, en tenant compte des besoins donc, des EIP, ça va permettre déjà d'apaiser le comportement de l'enfant intellectuellement précoce. Ça va lui permettre aussi peut-être de se remettre à la tâche au niveau scolaire et de s'épanouir davantage dans l'institution. Je suis prêt de conclure et je vais sans doute faire plaisir à M. Fontaine parce que je crois que je vais rester dans les temps. J'ai choisi ce passage d'un roman Noé et moi de Delphine Vigan où l'héroïne Lou Bertignac, qui est une enfant précoce, plutôt rejetée, marginalisée dans le cadre scolaire, pas toujours, en tout cas on ne s'en occupe pas dans le cadre familial parce que la famille vit un drame, ils ont perdu un enfant. Petite parenthèse pour bien se rappeler, ce qui paraît une évidence, que l'enfant intellectuellement précoce reste un enfant avant tout et s'inscrit dans une histoire de vie, une histoire familiale qui n'est pas sans influence sur, bien évidemment, sa manière de réagir par la suite. Et je trouvais intéressant ce passage-là, parce qu'on a véritablement le sentiment qu'il peut y avoir une incompréhension totale entre l'enfant, son fonctionnement et l'environnement dans lequel il vit, et que cette incompréhension, à un moment donné, ça peut être vécu comme une véritable barrière, une sorte de vitre infranchissable avec un environnement qui ne paraît pas très lumineux.
Alors c'est vrai qu'on pourrait l'interpréter aussi comme à un moment donné où l'enfant va se replier, renoncer et se replier sur lui-même dans une sorte de bulle parce qu'il ne parvient pas à s'adapter dans ce monde qui ne lui fait pas toujours la place qu'il mérite. Alors une conclusion très, très modeste, prendre l'enfant intellectuellement précoce tel qu'il est, sans vouloir le transformer au départ. On en parlait tout à l'heure, il y a des enfants qui ont besoin de faire plusieurs choses à la fois pour pouvoir être concentrés sur ce qu'ils font, ce qu'on leur demande. Eh bien, il faut l'accepter en tout cas et au départ. Certains ont besoin d'être debout, d'autres ont besoin de mûrir leur raisonnement à un moment donné, et puis il y a cette pensée fulgurante qui arrive. C'est une manière de faire qui est différente, mais qui pour l'instant est nécessaire pour l'enfant. De découvrir et de renforcer cette richesse que chaque enfant intellectuellement précoce a en lui sur le plan intellectuel ou créatif. Et puis, comme le disait, c'était un pédagogue de renom, un Pestalozzi au XVIIIe siècle, que l'enfant puisse faire œuvre de lui-même, c'est-à-dire se construire en donnant le meilleur de lui-même. Et ça, l'enfant intellectuellement précoce peut le faire, mais avec notre aide à nous. De restaurer une certaine harmonie. Alors je ne suis pas dans l'utopie, l'harmonie n'existe pas, mais je parlais de déséquilibre tout à l'heure. C'est en tout cas de permettre à l'enfant de vivre mieux, ou en tout cas de diminuer ce déséquilibre qui peut parfois se créer entre ses capacités intellectuelles, les capacités affectives et motrices, pour qu'il ne soit pas comme ça sans arrêt dans ce sentiment de déséquilibre. Et puis arrêtons de confondre égalité et équité. L'égalité qui, bien évidemment, je ne la remets pas en question, elle est souveraine au sein de l'institution et nécessaire à toute éducation et elle évite toute discrimination, mais elle doit être renforcée par cette notion d'équité qui est de donner à chacun ce qui lui est dû et que pour les enfants intellectuellement précoces, ils ont besoin parfois de choses différentes des autres enfants. Et tout ça pour un déploiement finalement réussi de la pensée, source de plaisir et de créativité. Et je crois que c'est vers ça qu'il faut se tourner et que cette intellectualisation dont je parlais tout à l'heure, plutôt de type défensif, n'est pas lieu d'être pour que l'enfant justement le vive dans le plaisir. Et puis pour terminer, je pense qu'on est tous pour une réhabilitation du plaisir d'apprendre. Je terminerai sur une citation de Gaston Bachelard pour transformer l'ennui de vivre en joie de penser. Je vous remercie.